processus. Donc, c'est un exemple. Donc, Ali, Selma, Reda. Donc, Ali possède le ALIRC. Donc, c'est un fichier. Donc, vous avez 3 utilisateurs, 3 fichiers. Reda et Selma peuvent lire le fichier de Ali. Selma peut lire et écrire dans le fichier de Reda. Mais Ali ne peut pas le lire. Selma peut lire et écrire dans son fichier. Personne ne peut lire et écrire. Chaque propriétaire de chaque fichier peut exécuter ces fichiers. Donc, on a les opérations lecture, écriture, exécution. D'abord, définir la matrice de contrôle d'accès. D'accord. Selma donne la permission à Ali de lire Selmark. Ali retire à Reda la permission de lire ALIRC. Donc, montrer la nouvelle matrice de contrôle. Donc, première question, donner la matrice de contrôle d'accès. Donc, qui a fait cette question? Essayez de faire la première question. Vous avez 3 utilisateurs, 3 fichiers et 3 commandes aussi. Lire, écrire et... Bon. Alors. Donc ici, définir la matrice de contrôle d'accès. Qui peut nous dire ici qu'est-ce qu'on va faire. Oui, par exemple. Est-ce que c'est possible dans tous les cas, Behmani? Bon. Donc, si vous avez 6, par exemple, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez faire la somme, vous allez retrouver 6. Il faut voir la possibilité de la solution. Votre camarade me dit ici, on donne un chiffre pour chaque droit. Par exemple, lecture, écriture et exécution. Vous allez retrouver 6. Et elle calcule la somme pour remplir la matrice. Donc, c'est-à-dire la matrice, donc 4 pour lire, 2... Donc, vous allez retrouver 3. Donc, pour ce cas-là, c'est bon. Mais si vous allez dire, par exemple, pour lire, c'est 3. Je peux dire ça. Pourquoi ne pas prendre 3? Donc, pour lire, c'est 3. Pour écrire, c'est 2. Pour exécuter, c'est 1. Donc, si je trouve lire et exécuter, c'est-à-dire 3, bon, si je vais dire, je vais lui permettre d'écrire et d'exécuter, ça va être 3. Et lire seulement, c'est 3. Est-ce que c'est exécuter et écrire ou bien c'est lire seulement? Si c'était le 4. Donc, comme ça, peut-être, ça ne va pas poser un problème. D'accord. Mais si vous prenez pour lire, par exemple, 3, ça se peut que lire et écrire, on ne sait pas est-ce que c'est lire et exécuter ou bien écrire et exécuter ou bien seulement lire, n'est-ce pas? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Donc, c'est un exercice pour vous dire comment effectuer un contrôle d'accès. Donc, c'est une manière, c'est l'utilisation des matrices de contrôle d'accès. Des matrices, vous pouvez utiliser, mais il faut bien définir votre matrice. Par exemple, c'est une matrice de quoi? Donc, par exemple, votre camarade, peut-être ici, c'est une matrice, elle a utilisé une matrice d'entier. Madame. D'accord. D'entier, c'est-à-dire ici, si elle permet à quelqu'un de lire et d'écrire, elle va mettre 6, si elle veut lui 6. Donc, bon, vous allez faire la somme pour remplir la matrice. Bon, la somme. Donc, si je trouve 6, donc il faut définir, par exemple. Donc, 6, ça veut dire lire et écrire.
D'accord. Madame. Exécuter, c'est 1 seulement, 2 seulement, c'est écrire, 4 seulement, ça veut dire c'est lire. Si c'est 6, ça veut dire lire et écrire. Donc, c'est-à-dire combien de possibilités il y en a? Soit exécuter seulement, écrire seulement, lire seulement. Soit lire et écrire, ça veut dire 6. Soit, est-ce qu'on va permettre à quelqu'un qui n'est pas propriétaire d'exécuter aussi, il faut voir ça. D'accord. Est-ce que lire, donc, dans le passé, lire, écrire, on ne peut pas écrire sans avoir la possibilité de lire. Maintenant, je peux écrire sans avoir la possibilité de lire. Je peux avoir seulement écrire sans avoir lire. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous allez définir dans votre matrice? Madame. Oui. Madame, on peut avoir 3 nombres premiers, et dans la matrice, c'est la multiplication de 2. Par exemple, pour exécuter, on va prendre le nombre 2, pour écrire le nombre 3, et pour lire J'écoute le nombre 5. difficilement. Hein. J'écoute difficilement. Ah, d'accord, je vais essayer de régler le problème. Attendez. Essayez de... Donc, vous parlez de la multiplication. Ce que j'ai entendu, c'est une multiplication. Bon. Votre camarade Amani me dit on peut coder sur 3 bits. Le problème, c'est que peut-être vous allez écrire un algorithme dans un langage donné. Qu'est-ce que vous allez définir comme matrice? Vous allez définir une matrice, par exemple, pour Dahmani, elle va définir une matrice d'entier. Donc, 2 bits, qu'est-ce que vous allez définir? Une matrice de bits. Madame, vous entendez comme ça? Oui, c'est mieux. Alors, j'ai dit on peut prendre 3 nombres premiers et l'utilisateur a le droit à 2 droits, par exemple. C'est la multiplication de ces 2 droits. C'est possible parce que lors de la division, oui, on ne peut pas avoir plusieurs possibilités. Oui. Mm-hmm. Il y a mieux, bon, donc c'est pas mieux ou la machine mieux, mais il y a plus facile. Pourquoi vous compliquez les choses? Elle a dit faire la somme, vous avez pensé à la multiplication. Donc il y a plus facile. Par exemple, ce que Amani, d'accord, c'est correct, hein? Donc, parce que ici, qu'est-ce qu'on demande dans l'exercice? C'est vous définir votre matrice. Vous pouvez créer votre matrice. Par la suite, vous allez créer vos commandes. D'accord? Par exemple, bon, je vais parler de ça après. Donc, Amani me dit, je peux coder sur 3 bits. Par exemple, premier bit pour lire. Justement, comment vous allez... Amani, comment vous allez, par exemple... programmer ça. Est-ce qu'on peut définir une matrice de bits? Comment on va faire ça? Donc en Linux, bon. Donc comment on peut faire? Je peux utiliser une matrice comment dirais-je, d'enregistrement. Donc les bits, c'est des enregistrements. Premier enregistrement, c'est pour la lecture. Deuxième, c'est pour l'écriture. Troisième, c'est pour l'exécution. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Mettre 1 là où on... Donc, mettre 1. Ou bien, vous pouvez utiliser, donc d'habitude, les étudiants me donnent ce que vous avez fait déjà en TP Linux. Donc, me disent RW, R seulement pour lecture, pour W pour l'écriture seulement, RWE. C'est possible. Comment vous allez définir cette matrice-là? Lorsque vous allez utiliser soit RW ou bien un espace vide, RW, donc la matrice, donc, pour pouvoir programmer si vous voulez. C'est une matrice de quoi si j'utilise RW, W seulement? D'habitude, toujours les étudiants réfléchissent à ça.
C'est clair, Amani. Donc, vous pouvez, au lieu de me dire des bits sur 3 bits, c'est la solution, c'est l'enregistrement. C'est une matrice d'enregistrement, un enregistrement à 3 champs. Donc, si vous voulez utiliser RW, ainsi de suite, c'est une matrice de chaîne de caractères. Ça peut être la chaîne de caractères RW. Ça, c'est le cours, je vais fermer. Donc, d'abord, pour la matrice, définir la matrice de contrôle d'accès. Qu'est-ce que vous allez mettre en ligne? Qu'est-ce que vous allez mettre en colonne? Donc, ici, on va choisir mettre en ligne, par exemple, les utilisateurs. Mettre en colonne, d'accord? En colonne, on va mettre les fichiers. Donc, ça peut être les fichiers, les services, ça peut être une imprimante, ça peut être, d'accord? Ça peut être une imprimante, ça peut être n'importe quel service qu'un utilisateur pourra utiliser un fichier, d'accord? Les utilisateurs, quelqu'un de vous pourra faire l'inverse. Il pourra utiliser les services ici et les fichiers. Les utilisateurs, ça sera les colonnes. OK. Donc ici, dans l'intersection, c'est-à-dire c'est une matrice de quoi ici? Donc ce que j'ai utilisé ici, c'est une matrice d'enregistrement. Vous pouvez utiliser une matrice d'enregistrement. Et l'enregistrement, il a 3 champs. Donc vous pouvez utiliser un enregistrement de type entier, c'est-à-dire vous allez mettre 1, 1, 0. D'accord? 1, 1, 0 par exemple. Pour dire, donc, le premier enregistrement, c'est pour lire, écrire, exécuter. C'est-à-dire, il peut lire, écrire et il ne peut pas exécuter. Par exemple, ici, il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire, il peut exécuter. Bien l'inverse. Donc, il peut lire, il ne peut pas écrire, ni exécuter. Il peut seulement lire ici, elle peut seulement lire, elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas exécuter. D'accord? Des bits à 1 et des bits de 0. Je peux mettre ici, donc c'est des entiers ici. C'est un enregistrement, parce que si je vais mettre seulement 11, je ne vais pas définir comme un entier ici. Si je vais mettre seulement 11, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un 0 ici ou un 0 par là? Bon. Je ne peux pas savoir est-ce que c'est 0, 11 ou... D'accord? Donc, enregistrement à 3 champs, 3 entiers, ou bien un enregistrement, ou bien juste une chaîne de caractères, RWE, pour dire elle peut lire, écrire. Si elle peut pas, elle peut seulement lire, je vais mettre R seulement. Alors, c'est une chaîne de caractères. Je vais dire, et dans mon algorithme, lorsque je vais récupérer la chaîne de caractères, ici, je vais dire si R égale à R, si R égale à RWE, je lui permets d'exécuter. D'accord? Est-ce que c'est clair ici? Donc ici, je ne sais pas la solution que j'ai mis ici. Donc j'ai utilisé la solution des enregistrements contient 3 champs entiers. D'accord? Le premier pour lecture, le deuxième pour écriture, le dernier pour exécution. Vous pouvez utiliser plusieurs solutions, d'accord? Vous pouvez même utiliser carrément ici 1 pour ne pas utiliser ni la somme ni la multiplication. Je peux utiliser 1 pour dire il peut lire seulement. 2 pour dire l'essentiel, il faut avoir tous les cas possibles. 1 pour dire il peut lire. 2 pour dire il peut seulement écrire. 3 pour dire il peut lire et écrire, par exemple. Je vais mettre autre chose ici. Donc, 1 pour dire il peut lire seulement. Donc, 2, je peux dire écrire seulement. 3, je peux dire écrire et lire. D'accord? 4, il faut mettre toutes les possibilités.
exécuter seulement. Lire plus écrire plus exécuter. Vous n'avez pas besoin de faire la somme ou la somme de 1, 3, 4 ou le produit. Vous n'avez pas besoin. Donc, si vous trouvez 1, ça veut dire qu'il peut lire seulement. Si vous trouvez. Mais je crois que la solution, d'accord, je crois que ça, c'est soit mettre des enregistrements comme ça, ou bien ce que j'ai donné tout à l'heure, donc RW. Donc, vous pouvez ne pas utiliser comme en Linux RW, mettre autre chose, par exemple L pour lire. D'accord. L'essentiel, il faut définir dans tous les cas possibles. Donc, en réalité, ce qu'on a, donc ça, c'est une manière pour faire le contrôle d'accès dans un système donné. Donc, c'est les matrices de contrôle d'accès. D'accord. Donc, si on n'a pas encore fait ce qu'il est demandé ici, donc Ali, Selma et Reda, les 3 utilisateurs qu'on a ici. Donc, Ali possède le ALIRC. Et on vous a dit ici, le propriétaire de chaque fichier peut exécuter. Donc, on a dit ici que l'exécution, le dernier bit, ça sera pour l'exécution. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier bit, donc pour Ali, pour le ALIRC et Selma pour Selma et Reda pour Reda, le dernier bit sera égal à 1 pour les 3. D'accord? Reda et Selma peuvent lire. Reda et Selma peuvent lire le fichier de Ali. Donc, ce fichier-là, bien sûr, Reda et Selma peuvent le lire seulement. Ils ne peuvent pas l'écrire dessous. C'est-à-dire, il y a 0, 1, 0. Ils ne peuvent pas exécuter parce que... Donc, 1, 0, 0. D'accord? Et Ali, bien sûr, il peut lire, écrire et exécuter. C'est son fichier. Donc, Reda et Selma peuvent lire le fichier de Ali. Maintenant, Selma peut lire et écrire dans le fichier de Reda. Mais Ali ne peut pas lire. Donc, Selma peut lire et écrire. Donc, Selma, donc c'est le fichier de Reda. Donc, Selma peut lire et écrire, elle ne peut pas exécuter. Ali ne peut pas, donc 0 partout. Et Reda, bien sûr, il peut lire, écrire et exécuter. Donc, Ali ne peut pas lire, ni écrire. Donc, ici, j'ai considéré que s'il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire, mais en réalité, donc, de nos jours, donc, il y a différence entre les deux. Donc, il peut écrire sans avoir la possibilité de lire. D'accord? Donc, ici, on ne vous a pas dit qu'il pourra écrire. Donc, enfin, seul Selma peut lire et écrire dans Selmark. Donc, pour le fichier de Selma, seulement Selma, elle peut lire et écrire. Les autres ne peuvent pas. Donc, les zéros partout. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser d'autres solutions. Donc, les solutions que vous m'avez proposées, donc, c'est des solutions qui sont correctes. D'accord? Mais il faut penser à lorsqu'on veut extraire l'information. D'accord? Par exemple, ici, dans le cas de la somme, votre camarade, lorsque vous allez extraire l'information, il faut mettre les cas possibles. Donc, 6, par exemple. Donc, c'est un autre cas. 6, ça va être lire et écrire lorsque votre programme va récupérer la valeur 6. Ça veut dire, est-ce qu'il va dire, il va chercher, c'est la somme de quoi? Non, ça va être une autre possibilité. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair pour vous? Ça veut dire, vous avez un algorithme. Si c'est 1, ça veut dire ça, je vais lui permettre de faire ça. Si c'est 2, je vais lui permettre de faire ça. Si c'est 6, je vais lui permettre de faire ça et ça. Ça veut dire, il ne va pas faire par exemple, ici, votre camarade m'a dit que je vais, je crois que c'est Mohamed Amin, qui m'a dit, je vais faire la multiplication des nombres premiers. L'essentiel, il faut mettre tous les cas possibles. Donc, par exemple, les nombres premiers, c'est 3, 5, 7, par exemple. Mais dans tous les cas,
vous allez revenir au cas possible. Donc, si c'est 3, si c'est 15, je vais lui permettre de faire ça et ça. D'accord? Il faut réfléchir à lorsque je vais extraire l'information et aussi, il faut... Donc, ça, c'est une solution parmi les solutions. D'accord? Il faut aussi penser que cette matrice-là, je vais la créer au début, mais au fur et à mesure, je peux rajouter un droit ou enlever un droit. Par exemple, ici, Selma peut lire le fichier de Reda, mais à un moment donné, il peut ne pas lui permettre de lire. D'accord? Et dans ce cas-là, vous pouvez même écrire des commandes qui peuvent modifier votre matrice. D'accord? Des commandes et les exécuter. Écrire une commande et l'exécuter par la suite. Donc, commande, par exemple, pourrait vous donner un type de commande et utiliser pour rajouter, par exemple, add, par exemple, vous pouvez appeler votre commande add, bon. Vous pouvez même créer des commandes, d'accord? Par exemple, la commande add, bon, je vais mettre write, écrire A, la ligne 2, donc on a le numéro de ligne. Je vais mettre directement dans l'exemple 2. Donc, je peux créer une commande qui va rajouter un droit. Donc, ici, add le droit de lecture, d'écriture à la ligne 2, 3. Donc, ici, je l'ai déjà. Supprimer, je peux mettre delete, par exemple. Delete, car, par exemple, les lectures. Donc, pour read, pour dire read, à une ligne donnée, d'accord? Ou bien, donc, numéro de ligne, ou bien, comment vous avez défini vos utilisateurs et vos fichiers, d'accord? Le nom de fichier, c'est par exemple un fichier donné, F, un utilisateur, U, F. Donc, utilisateur, numéro d'utilisateur, un numéro de fichier. D'accord? Si un numéro d'utilisateur correspond à une ligne donnée, numéro de fichier à une colonne donnée. Donc, delete, le droit d'écriture. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous dissocier, par exemple, les actions lecture, écriture, exécution, vous pouvez avoir d'autres actions, utilisation par exemple d'imprimante, impression, vous pouvez avoir d'autres actions. D'accord? Donc, si vous dissociez les actions, vous pouvez rajouter, donc ici dans la commande, rajouter le W, ça veut dire votre commande devra savoir W, c'est le deuxième champ de l'enregistrement, modifié dans le deuxième champ. C'est-à-dire que ce n'est pas l'administrateur ou bien quelqu'un qui va modifier ici. Il va venir ici et mettre à imaginer, il y a plusieurs utilisateurs. Donc, il suffit d'exécuter cette commande. Exécuter cette commande, add W à la ligne ou bien l'utilisateur, numéro de fichier. D'accord? Delete le droit R, c'est-à-dire il sait, votre commande saura qu'elle va modifier. Donc, U, c'est le numéro de ligne, F, numéro de colonne. R, c'est le premier champ. D'accord? Vous pouvez écrire des commandes plus compliquées que ça. Les commandes, on les utilise
Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas juste penser, vous m'avez dit, c'est vrai, c'est une solution possible, votre camarade a réfléchi à des nombres premiers, parce que la multiplication, si je vais factoriser le nombre, je ne vais pas avoir plusieurs possibilités, c'est une solution. Mais il faut mettre à la tête que la matrice de contrôle d'accès, donc c'est une matrice que je vais créer au début, mais je vais mettre à jour après. D'accord? Je vais la mettre à jour. Donc, et aussi, je vais la mettre à jour. D'ailleurs, dans la question, on vous dit Selma donne la permission à Ali de lire Selmark, parce qu'au début, Ali ne peut pas lire Selmark, elle va lui donner la permission de lire, donc il va mettre 1 ici. Mais si l'administrateur a créé des commandes, il va directement dire add R, c'est plus facile. Il va exécuter la commande add R à quelque chose, à l'utilisateur numéro. Donc, l'utilisateur, ça va être soit le matricule ou bien un numéro dans la ligne. D'accord? Selma donne la permission à Ali de lire Selmark. Ali retire à l'EDA la permission de lire Alirk. Donc, la solution ici. Donc, Selma donne le droit à Ali de lire. Donc, c'est-à-dire qu'il va modifier ici 1. Et l'EDA, je vais enlever le droit de lire Alirk. C'est-à-dire comme si je vais utiliser la commande delete. D'accord? 0. Je vais mettre 0 ici. Ça a été un 1 ici au début. Ce que j'allais dire aussi dans cet exercice, donc c'est une méthode pour contrôler l'accès. On utilise de nos jours les ACL, d'accord? Les ACL, c'est une manière de contrôle d'accès, d'accord? C'est des listes. On utilise des listes de contrôle d'accès. Donc, c'est des listes de contrôle d'accès. Donc, c'est le même principe. Donc, si je prends Ali, donc c'est le même principe. Donc, au lieu d'utiliser une matrice, on utilise une liste. Bon, je n'ai pas dessiné ici. J'allais dessiner la liste pour vous montrer. Bon, Alirk. Donc, ici, dans les ACL, c'est au lieu d'utiliser une matrice, on utilise une liste. Bon, je n'ai pas dessiné ici. Bon, je pourrais vous donner l'exemple là après. Donc, c'est-à-dire cette matrice-là, c'est-à-dire écrire cette matrice ou là, ce cas-là en forme de liste. C'est-à-dire, le premier élément de liste, par exemple, ça va être Ali, Alirk, le fichier Alirk. Donc, Ali, d'accord, les droits d'accès. Ensuite, la liste vers le deuxième fichier. D'accord, c'est une liste qu'on va parcourir. Et en réalité, comment on l'utilise, par exemple, pour accéder les droits, donner les droits d'accès et ne pas donner un droit d'accès à un utilisateur, ou bien généralement, comment on utilise des ACL, si vous voulez dire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les ACL, je vais vous donner juste une idée comme ça. Les ACL, comment on fait les ACL, c'est en forme de règles. On a vu ces règles-là, c'est presque la même chose que dans le cas des firewalls. Vous avez vu dans les firewalls la règle, par exemple, des NIE. Si je reviens au chapitre 1. Voilà. Donc ici, c'est les règles qui sont utilisées par un firewall. D'accord. Pour les règles ACL, bon, il y a différents types d'ACL. Donc, je vais
mettre deny, par exemple, je ne vais pas accepter donc pour les paquets. Donc ça, c'est dans le cas de accepter un paquet ou ne pas accepter un paquet, c'est d'accord pour les ACL. Donc ça va être la commande, une commande dans la liste, pardon. C'est une liste. Donc ça va être par exemple deny, une adresse IP, une adresse destination et un port utilisé. Donc ça, c'est les ACL. Donc il y a ACL étendu et ACL simple. D'accord. Donc, c'est-à-dire la commande diffère d'un type d'ACL à un autre. L'essentiel. Donc, au début, je vais, par exemple, accepter le paquet d'une IP source, IP destination, et il y a le numéro de port. Donc, pourquoi on appelle ACL? Parce que c'est une liste de règles. Donc, je vais voir la première règle. Donc, si mon paquet n'est pas dans la première règle, je vais regarder la deuxième règle. C'est une liste de règles jusqu'à la dernière règle. La dernière règle, par exemple, généralement, ça va être un deny. Donc, si elle n'est pas dans les premières règles, donc je ne vais pas accepter un deny, n'importe quelle adresse IP, n'importe, ça va être refusé. D'accord? Ce n'est pas exactement ça, mais les ACL, c'est une liste de règles qui permettent de, surtout pour les paquets. Les paquets, est-ce que j'autorise ou je n'autorise pas à passer? D'accord? Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici pour cet exercice? Donc, j'ai donné ici une idée pour contrôler l'accès, pour faire un contrôle d'accès. Donc, l'idée, c'est soit les matrices de contrôle d'accès, ou bien il y a les ACL en utilisant les règles. Donc, je n'ai pas donné un exemple, mais parce qu'il faut comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai pas, même en cours, je n'ai pas expliqué les ACL. Ce n'est pas dans le programme. Donc, je vous ai dit seulement que les ACL sont une méthode pour faire le contrôle d'accès aussi. Ça va être le même principe, seulement avec c'est des listes de règles. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à l'exercice 4. On va passer à la cryptographie. Donc, vous êtes toujours là. Oui. C'est pas possible qu'on fasse le cours au moins la matinée. Vous avez combien de cours la matinée? J'aimerais bien au moins faire le cours la matinée et le TD l'après-midi. C'est fatigant l'après-midi. Vous avez un seul cours la matinée? Madame, on est pris de 8h30 à 12h30. Pardon? Vous êtes pris de 8h30 à 12h30? Oui. Cours plus TD. Ah, c'est trop, hein. C'est trop. En bas de l'après-midi, c'est sécurité. Oui, c'est trop. Bon, si c'était 1 heure par séance, c'est pas grave. Bon. Il faut essayer quand même de suivre un petit peu pour... Bon. Dans l'exercice 4, je vais essayer d'être... bon, il y a 7 exercices. Exercice 4, donc exercice 4 et exercice 5, ça concerne la cryptographie. Donc, exercice 4, le nombre de clés dans un système asymétrique d'abord. Je commence par l'asymétrique parce que le nombre, il est plus facile à donner. Ensuite, pour le système symétrique. C'est quoi le nombre de clés dans un système asymétrique?
Donc, le système asymétrique, chaque utilisateur a combien de clés dans un système asymétrique? 2 clés, madame. Voilà. Donc, dans un système asymétrique, donc chaque utilisateur a seulement 2 clés, une paire de clés. Donc, si j'ai un utilisateur, c'est-à-dire combien j'aurai de clés? 2 fois n. C'est? J'ai pas entendu. C'est 2 fois 2 fois n. Voilà, c'est 2 fois n. Donc, chaque utilisateur a 2 clés. Donc, en réalité, chaque utilisateur a 2 paires. Mais on va parler seulement du chiffrement parce qu'il faut avoir une paire de clés pour chiffrer et une autre pour signer. Il ne faut pas que ça soit la même. D'accord? Donc, une paire pour chiffrer et une paire pour signer. Mais pour le chiffrement, on va dire seulement une paire de clés. Chaque utilisateur a 2 clés, une publique, ça sert pour le chiffrement, et une clé privée, ça sert pour le déchiffrement. C'est-à-dire, on aura 2 fois n nombre, c'est le nombre de clés total dans un système, 2 fois n. Pour le système symétrique, combien je vais avoir de clés? Je ne sais pas si j'ai donné ce nombre en cours ou pas, mais ici, je vous demande de me trouver comment on a trouvé le nombre. Je n'ai pas donné. Donc, si j'ai 4 utilisateurs, combien de clés je vais avoir? J'ai 4 utilisateurs. Donc, 1 ici, 2, 3 et 4. Combien je vais avoir de clés? On aura 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 plus 1. Donc, il y a combien de clés? Donc, il y a, regardez, cet utilisateur et celui-là, ils ont une clé, celle-là. Donc, il y a une clé. Je vais la mettre, par exemple, en rouge. Donc, il y a une clé entre ces 2 utilisateurs. Il y a une autre clé entre les 2 autres. C'est-à-dire, il y a 2 clés. Il y a une autre entre cet utilisateur et celui-là. D'accord? Il y a une autre. Donc, il y a 4 clés. C'est tout. Donc, 1, 2, 3, 4. Pour 4 utilisateurs. Il y a une autre clé. Donc, 6. Entre celui-là et celui-là, il y a une autre entre le deuxième, entre celui-là et cet utilisateur. D'accord? Donc, pour 4 utilisateurs, il y a 6 clés. Donc, comment je vais calculer? Si je prends le premier utilisateur, c'est-à-dire celui-là, il aura combien de clés? Il a 3. D'ailleurs, chaque utilisateur a 3 clés. Regardez. Pour cet utilisateur, il a 3 clés. 1, 2, 3. Pour celui-là, il a 3 clés. Mais j'ai déjà compté celle-là. Pour cet utilisateur, il a 3 clés. Donc, pour cet utilisateur, il a 3 clés. Celle-là. 1, 2 et 3. D'accord? Pour celui-là, pour ce deuxième utilisateur, j'ai déjà compté cette clé. Donc, il reste les 2 autres. Donc, c'est-à-dire 3 plus 2. Plus ces 2-là. 1 et 2. Donc, c'est-à-dire 3 plus 2. Donc, pour cet utilisateur, j'ai déjà compté ces 2 clés. Il reste la troisième. Donc, c'est-à-dire 3 plus 2 plus 1. Pour le dernier, plus 0 parce que j'ai déjà compté toutes ces clés avec les autres utilisateurs. Donc, si j'ai n utilisateurs,
j'ai combien de clés? J'ai n moins 1 plus n moins 2 plus jusqu'à 0, n'est-ce pas? Donc, si j'ai n nombre de clés, si j'ai un utilisateur, je vais avoir n moins 1 plus n moins 2 jusqu'à avoir 0, c'est-à-dire n moins n. Donc, ça va être une suite. Vous pouvez remarquer que c'est une suite, c'est la somme de k allant de 0 à n moins 1. Ou bien vous pouvez faire ça pour avoir le nombre. Donc, ça, c'est le nombre de clés, n au carré moins 1 sur 2. Donc, ça va être la somme de n. Il y a combien de n ici? Donc, soit vous allez remarquer directement que c'est la somme de k de 0 à n moins 1. Vous pouvez calculer directement cette suite qui va vous donner n au carré moins 1 sur 2. Ou bien, donc, ça va être n plus n plus n, combien de fois de 1 à n? Donc, n fois, c'est-à-dire n au carré, n fois n, moins, donc moins 1 plus 2 plus 3 plus n, qui va être, c'est quoi 1 plus 2 plus, c'est aussi une suite géométrique, donc c'est 1 fois n plus 1 sur 2. D'accord? Et tout ça, ça va nous donner n au carré moins 1 sur 2. Donc, n au carré. Donc, n au carré moins n au carré sur 2. Donc, c'est n au carré sur 2. Donc, moins n sur 2. Donc, ça va vous donner ça. Vous pouvez vérifier pour le cas de 4 utilisateurs. Donc, ça va être 16 moins 4. Donc, 16 moins 4, ça va être 12. 12 sur 2. Donc, 12 sur 2. Ça va être 6 clés possibles. Donc ici, ce n'est pas fameux, mais le problème lorsque le nombre d'utilisateurs augmente, donc si je prends 10 utilisateurs, je vais avoir 100 moins 10 sur 2. Ça va être combien? 100 moins 10, c'est ça. Si j'ai 10 utilisateurs, je vais avoir 45 clés. C'est ça. Donc, 100 moins 10. Non, 0. Oui, 45 clés possibles. Donc, pour 10 utilisateurs. Pour 100 utilisateurs, je vais avoir plus de 4000 clés possibles. Vous voyez le nombre, combien il augmente. D'accord, donc c'est ce qui est demandé dans l'exercice 4, c'est tout. Donc le nombre de clés dans le cas asymétrique et le cas symétrique. Donc si vous n'avez pas de questions, je passe à l'exercice suivant, l'exercice 5. Proposer un système de chiffrement. Donc on a vu en cours un système de chiffrement symétrique et le chiffrement symétrique. Donc dans le système symétrique, l'émetteur et le récepteur se mettent d'accord sur la même clé pour chiffrer et déchiffrer. D'accord? Dans le système asymétrique, chacun des utilisateurs possède une paire de clés publiques-privées. Si je veux communiquer avec une autre personne, je vais avoir sa clé publique, je vais chiffrer l'information et l'envoyer. Si je reçois une information, j'utilise ma clé privée pour déchiffrer. Donc, on a donné pour chaque système symétrique et asymétrique, on a donné les avantages et les inconvénients. Donc, dans cet exercice, donc on va dire d'abord c'est quoi les avantages et les inconvénients, parce qu'à la fin, vous devez proposer un autre système qui profite des avantages des deux systèmes, parce que les deux systèmes, ils ont des inconvénients. Donc, proposer un système qui profite des avantages des deux systèmes, et bien sûr, élimine les inconvénients des deux types de systèmes. D'accord? Donc, qui peut me dire, ici, c'est quoi les avantages et les inconvénients ici des deux systèmes? On avait parlé de ça encore.
Est-ce que vous avez vu? Donc, juste pour répondre ici à Dahmani, bon, les inconvénients du système symétrique, nombre de clés, oui. Nombre de clés qui augmente si le nombre d'utilisateurs, il augmente d'une manière rapide. D'accord. Pour Dahmani, le nombre de clés, ça va pas être, c'est pas 10 parce que ça va pas être 4 plus 3. Donc, on a 4 utilisateurs, je vais pas avoir 4 clés. D'accord. Donc, parce que je vais avoir une clé avec les autres utilisateurs, c'est-à-dire avec les n-1 autres utilisateurs. Pour répondre à la question, est-ce que c'est 10? Bon, on a un inconvénient ici pour le symétrique, c'est le nombre de clés. Quoi encore? Donc, c'est ce qu'on a dit maintenant pour le symétrique. L'inconvénient, c'est le nombre de clés qui augmente beaucoup. Quoi encore? Quoi d'autre? Échange de clés, c'est-à-dire, je n'ai pas compris. Pour l'échange de clés. Dahmani. C'est quoi l'inconvénient de l'asymétrique? L'avantage de l'algorithme asymétrique. Oui. Bon. Pour le système symétrique, on a dit que il est rapide. Je vais mettre rapide. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il utilise des algorithmes qui sont une puissance de calcul qui est rapide. Par exemple, l'addition, la rotation, donc c'est un exemple de ce qu'on a vu en cours. Donc, l'addition, par exemple, visionnaire. Parce que même les algorithmes modernes utilisent les mêmes principes. Il y a une permutation, comme dans le dernier exercice, là, on a fait l'exemple Ali va à l'école. On permute entre les lettres qui sont dans le message clair. Et permutation, la rotation, donc on n'a pas vu. Donc, rotation, ça peut être aussi l'addition. Donc, comme visionneur, on fait l'addition avec une certaine clé. Donc, c'est quelque chose de rapide. D'accord? Ils sont rapides. Le problème de symétrique, c'est le nombre de clés, mais ce n'est pas un problème grave. Le problème majeur du symétrique, c'est l'échange de clés. Comment échanger la clé entre deux utilisateurs. Ça, c'est le problème majeur. C'est pour ça qu'on a créé les algorithmes asymétriques. Ça, c'est un avantage, pas d'échange de clés. C'est l'avantage principal. D'accord? Pas d'échange de clés. Mais leur problème, c'est la lenteur. Ils sont lents. C'est vrai, les algorithmes asymétriques ne font pas d'échange de clés. Mais leur problème majeur, c'est la lenteur. Donc, il y a des problèmes pour l'asymétrie. Il y a l'authentification de clés. Donc, comment savoir que la clé, elle est authentifiée ou pas, c'est-à-dire elle appartient à un utilisateur donné. D'accord, on avait parlé de ça. Donc, pour l'authentification, il y a une solution. Ça va être utilisation des signatures, autorité de certification. Et
Mais pour la lenteur, il n'y a pas de solution. D'accord? Bon, je peux utiliser un algorithme asymétrique qui n'est pas lent, mais est-ce qu'il est sécurisé? D'accord? Donc, un algorithme qui est symétrique, il a le problème d'échange de clés. Un algorithme qui est asymétrique, il est lent. Qu'est-ce que je vais utiliser si j'ai un message à chiffrer, à votre avis? Si j'utilise un algorithme symétrique, l'échange de clés, ça va me poser un problème. J'utilise un algorithme, surtout que dans l'exercice, on vous dit que vous avez un message ou bien des messages volumineux. C'est-à-dire, si vous utilisez un algorithme asymétrique, il va être lent. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Je vais regarder. Est-ce que vous avez une idée? Vous n'avez pas une idée? Donc, l'idée, elle est dans la question. Profiter des avantages des deux systèmes et éliminer les inconvénients des deux types de systèmes. C'est-à-dire quoi? Profiter des avantages. Par exemple, le symétrique, je profite qu'il est rapide. L'asymétrique, je profite de son avantage qui est il n'y a pas d'échange de clés. Il n'y a pas d'échange de clés dans l'asymétrique. Comment profiter? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Si j'utilise le symétrique, comment je vais faire pour l'échange de clés? Si j'utilise l'asymétrique, ils sont lents. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, la solution, si vous ne savez pas, donc je vais regarder d'abord ici, c'est que je vais combiner entre les deux. C'est ça la solution. Je combine entre les deux. Donc, vous allez me dire comment je vais combiner entre les deux. Vous avez un message, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un message volumineux. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le chiffrer avec le symétrique ou bien l'asymétrique? On va réfléchir ensemble. Vous avez un message. Vous allez le chiffrer avec l'asymétrique ou bien le symétrique? La réponse, oui. La solution, c'est de combiner. C'est ça. Donc, je combine entre les deux pour profiter des avantages de l'un et de l'autre. Comment je vais faire? Bon, si je chiffre avec l'asymétrique, donc ça va être très lent. C'est pas intéressant, surtout que j'ai des messages volumineux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je chiffre avec le symétrique. Donc, on a l'émetteur et le récepteur. Je ne fais pas d'échange de clés. D'accord? Je ne fais pas parce que c'est un problème. Je fais le change de clé avec l'asymétrique. Pourquoi? Parce que la clé, c'est une petite information. Mais la donnée, donc ça peut être une donnée très volumineuse. Je vais la chiffrer avec le symétrique. Et la clé, je vais choisir, donc imaginez que vous avez un émetteur et récepteur. Le récepteur n'a pas la clé de chiffrement. Donc chacun, bien sûr, a une clé publique privée. Donc ça, c'est pour l'asymétrique. Pour le symétrique, je ne vais pas utiliser une clé symétrique et dire que le récepteur et l'émetteur vont se mettre d'accord sur la clé. Sinon, je reviens au problème d'échange de clés. Qu'est-ce que je vais faire? L'émetteur va choisir lui-même une clé. Il ne peut pas l'envoyer en clair, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer tout le message en utilisant le symétrique parce qu'il est rapide. D'accord? Et la clé, elle est chez lui. Comment l'autre saura la clé?
Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'émetteur? Il va chiffrer seulement la clé avec la symétrique. Il va envoyer les deux. Le message chiffré avec le symétrique parce qu'il est rapide et seulement la clé, c'est une petite information, il va la chiffrer avec la symétrique. Il va envoyer le tout. Donc, il a réglé le problème de la lenteur et le problème d'échange de clés. Est-ce que c'est clair? Et comme ça, on a combiné entre les deux algorithmes. Hamel me dit échanger la clé symétrique avec. C'est bien, c'est très bien, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de dire. D'accord? C'est ça ce qui est combiné entre les deux systèmes. Donc, voilà le système. Et juste entre parenthèses, c'est un système qui est utilisé. D'accord? Il y a le protocole SSL qui permet de... Bon, SSL, il utilise... Bon, il y a des protocoles web qui permettent de chiffrer des données sur le web ou utilisés dans les banques et tout. Donc, c'est des protocoles qui utilisent les deux systèmes. Le système symétrique et le système asymétrique. Donc, symétrique pour les messages et asymétrique pour chiffrer juste la clé. Et d'accord? Donc, on appelle clé de session. Donc, je vais dire pourquoi on appelle clé de session. Donc, la clé utilisée. Donc, la clé que je vais utiliser pour... Regardez, voilà le message volumineux. Donc, je vais le chiffrer avec un algorithme symétrique parce que c'est plus rapide en utilisant une clé de session. Je vais appeler de session, mais c'est une clé symétrique, d'accord? C'est une clé de session, c'est une clé symétrique. Oui, c'est une clé symétrique que l'autre ne connaît pas encore. Je vais avoir un message chiffré. Et en même temps, cette clé de session, je vais la chiffrer avec un algorithme asymétrique. Avec quoi? Avec la clé publique de l'autre. Avec la clé publique du récepteur, bien sûr. Sinon, il ne pourra pas déchiffrer. Je vais avoir une clé chiffrée. D'accord? Donc, je vais envoyer la clé chiffrée, le message chiffré. Donc, le récepteur va recevoir ces deux informations. Donc, il va déchiffrer d'abord la clé. Il ne pourra pas déchiffrer le message, il n'a pas la clé. Donc, il va déchiffrer d'abord la clé. Donc, il pourra déchiffrer la clé parce qu'il a la clé privée. Il a sa clé privée. D'accord? Parce que cet utilisateur, l'émetteur a utilisé la clé publique du récepteur. Donc, il pourra, lorsqu'il reçoit la clé, il va déchiffrer. Il aura la clé de session qui lui permet en utilisant un algorithme symétrique, de déchiffrer le message volumineux. Donc, cet algorithme est rapide. Il va déchiffrer, il aura le message en clair. D'accord? Donc, c'est un système hybride des systèmes symétriques et asymétriques. D'accord? Donc, au début, il y avait seulement les algorithmes symétriques où c'était la même clé de chiffrement et de déchiffrement, ou bien l'une qu'on peut déduire à partir de l'autre. Après, avec toujours le problème d'échange de clés, on avait créé les algorithmes asymétriques. Les algorithmes asymétriques, pour pouvoir créer un algorithme asymétrique, bien sûr, il y a la complexité. Donc, il y a le problème de retrouver la clé privée à partir de la clé publique. C'est pour ça qu'ils sont lents. D'accord? C'est parce qu'on utilise, par exemple, la multiplication, des opérations qui sont compliquées pour ne pas retrouver la clé privée à partir d'une clé qui est publique pour tout le monde. D'accord? Mais après, la création des algorithmes asymétriques, les algorithmes symétriques sont toujours utilisés. D'accord? Pourquoi ils sont toujours là? Parce que les algorithmes asymétriques, ils sont lents. Sinon, s'il n'y avait pas cette lenteur, peut-être on aurait passé des algorithmes symétriques. D'accord? Vous avez compris le principe. Donc, au début, c'était les algorithmes symétriques. Après, on a créé les algorithmes asymétriques pour régler le problème d'échange de clés. On a réglé le problème d'échange de clés, mais on ne va pas s'en passer des algorithmes symétriques parce que les algorithmes asymétriques sont lents. Donc, on utilise les deux. On a utilisé les deux pour
dans un système hybride pour faire un chiffrement. Donc, dans les protocoles, c'est pour ça, dans les protocoles, vous trouvez par exemple l'algorithme AES, c'est un algorithme symétrique utilisé avec l'algorithme RSA. RSA, c'est un algorithme asymétrique. Toujours, vous avez cette combinaison. D'accord? Donc, oui. Pourquoi on appelle clé de session? Pourquoi? Donc, dans un système symétrique. Dans un système symétrique, on utilise juste une clé pendant une période donnée, par exemple 6 mois, une année. J'utilise donc la durée de validité d'une clé. D'accord? Après, je vais échanger ma clé. Pourquoi? Parce que l'émetteur et le destinataire, l'émetteur et le récepteur vont se mettre d'accord sur une clé. Chacun d'eux va sauvegarder la clé chez lui. D'accord? Ils vont sauvegarder les clés chacun va sauvegarder sa clé et il va utiliser à un moment donné, par exemple 6 mois, la clé. Tandis qu'ici, dans le système hybride, cette clé n'est pas échangée avec l'autre utilisateur. Donc, cette clé, elle est créée dans le système, chez l'émetteur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de préférence, à chaque session, à chaque envoi du message, il va créer une clé différente. D'accord? C'est mieux sécurisé. Donc, il va créer la première fois une clé, il va envoyer une deuxième, il veut envoyer un autre message, il va créer. C'est pour ça qu'on appelle clé de session. Dans les systèmes hybrides, on l'appelle clé de session. Donc, c'est pas la peine d'utiliser toujours entre l'utilisateur A et B la même clé. Donc, il va créer, puisqu'elle est chiffrée, et l'autre, pour chercher la clé, il va la déchiffrer. Donc, à chaque fois, je crée une clé différente. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Vous n'avez pas de questions. Donc, tout à l'heure, je voulais vous poser une question encore, j'ai oublié. Donc, j'ai oublié de vous poser la question pour les systèmes. Donc, on a vu il y a les algorithmes polyalphabétiques, il y a les algorithmes monoalphabétiques. D'accord? À part la différence, bon, c'est une remarque que je voulais vous donner, je n'ai pas donné la remarque, je vais vous poser la question, que vous allez me répondre par mail. Donc, la question, c'est quoi la différence entre les systèmes monoalphabétiques, c'est-à-dire les 3 premiers algorithmes, et le deuxième, à part le bloc, parce qu'ici, c'est un chiffrement par bloc, et l'autre, c'est un chiffrement lettre par lettre. Il y a une autre différence dans la sécurité, la sûreté de l'algorithme. Il est plus sécurisé. Pourquoi il est plus sécurisé? Si je prends cet algorithme et l'algorithme, donc, par exemple, si je prends le mot « il pleut », il pleuvra demain, par exemple, là, il pleut seulement, je vais le chiffrer avec USTHB. Et je prends le même mot « il pleut », je vais le chiffrer avec le affine ou même si vous voulez plus de clés, celui-là, substitution, là où il y a 4 fois 10 à la puissance 26. Donc, quel est l'algorithme que je peux, dans quel algorithme je peux retrouver facilement la clé? Ne pas utiliser la recherche exhaustive, d'accord? Je ne vais pas utiliser la recherche exhaustive. Est-ce que ici ou bien dans le chiffrement visionnaire?
C'est quoi la différence entre les deux? Donc, vous allez me répondre. À part, donc, vous n'avez pas... Il ne faut pas parler de bloc ou par lettre. Donc, cette différence, on connaît. Il y a une autre différence entre polyalphabétique et monoalphabétique. D'accord? Dans la sécurité. Donc, vous avez cette question pour me répondre. Chiffrement, oui. Donc, ça, c'est car en utilisant la même clé pour toutes les lettres. Oui, ça, c'est une différence. On avait parlé de celle-là. La différence chiffrement lettre par lettre ou bien bloc par bloc. Donc, je ne parle pas de cette différence. Il y a une autre différence. Essayez de retrouver la différence. D'accord? Sinon, je vais répondre la prochaine fois. La prochaine fois, on va faire le chapitre 3, mais je vais revenir sur cette question. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.